Cette semaine, Méditerranéo est placée sous le signe de la création artistique, tout d'abord au Liban, où nous découvrirons une école de mode créée par une jeune styliste. Nous irons au Beau-de-Provence découvrir les carrières de lumière qui mettent en avant des initiatives originales. Une rencontre ensuite avec le peintre Kiza, un artiste très sensible à l'actualité. Enfin, la séquence mémoire en Croatie, le difficile retour des Serbes chassés de leur foyer par l'armée croate en 1995. Capitale de la mode au Moyen-Orient, Beyrouth est la ville d'origine de créateurs prestigieux. Le Liban a su se forger une réputation dans le microcosme des designers de mode. Il y a 5 ans, une jeune créatrice a décidé de mettre sur pied le premier cursus de mode gratuit dans le pays. À Beyrouth, on aime en mettre plein la vue. En voiture ou à pied, voici une ville où l'art de la parade n'a pas d'égal. Les marques de mode les plus prestigieuses l'ont bien compris. Plusieurs d'entre elles ont pignon sur rue ici. Parmi les fashion addicts de la capitale libanaise, cette jeune femme a la démarche assurée. Lénie Awad, une jeune architecte. Aujourd'hui, dans cette boutique branchée, elle a visiblement trouvé son bonheur. C'est confortable, c'est stylé, ça a une identité. Si jamais avec des petits talons aussi, ça fait gala. Toutes les pièces que j'ai achetées, c'était des coups de cœur, j'en suis complètement tombée amoureuse. Sa marque fétiche est libanaise, CSB pour Creative Space Beyrouth. Pour savoir ce qui se cache derrière ces 3 lettres, il faut passer le pas de cet atelier. On se croirait chez un grand créateur. Nous sommes en fait dans une école de mode. Ahmed Amer n'a que 24 ans, mais déjà plusieurs collections à son actif. Ça, c'est une veste que j'ai réalisée. Elle se porte large et se ferme par derrière. Ça, c'est une petite robe noire de moi également. Et ça, c'est une jupe avec des bretelles qui peuvent se nouer à la taille ou au cou. Au début, quand j'ai su que nos réalisations allaient être vendues, ça a été un choc. Maintenant, quand je vois des personnes porter les vêtements que j'ai imaginés à des soirées ou des fêtes, je suis vraiment fier. À ce moment-là, je réalise que les habits que je confectionne sont vraiment utilisés. Issu d'une famille modeste, Ahmed Amer n'avait pas les moyens de se payer une école de mode. Aujourd'hui, des mannequins portent ses créations. À la manière des grands couturiers, l'école organise des défilés pour faire connaître le travail de ses étudiants. Une ambition portée par Sarah Hermès, 30 ans, diplômée d'une grande école de mode new-yorkaise. Elle est la toute jeune fondatrice de Creative Space Beyrouth. L'an dernier, les ventes ont rapporté 50 000 $, de quoi financer en partie la première école de mode gratuite du Liban. Une fois diplômée, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'être créatrice pour faire des vêtements pour les riches. Ça n'avait pas de sens pour moi. Ça veut dire que vous ressentiez une certaine culpabilité parce que vous avez pu vous payer vos études de mode? Oui, complètement. Ça explique en grande partie l'envie que j'ai eue de créer cet endroit. Je trouve vraiment ça injuste que des personnes aussi, voire plus talentueuses que moi, ne puissent pas réaliser leurs rêves comme je l'ai fait en partant à New York. Un rêve rendu possible par de riches mécènes qui prennent en charge les frais de scolarité. Une aide précieuse pour une école qui peut aussi compter sur un réseau de professeurs volontaires. Tu as mesuré la distance entre ces 2 points? Tu es sûr de toi? Regarde, tu enroules le petit ruban de cette façon et tu le fixes là derrière. Missa Kajiavedikian est un styliste de haute couture reconnu au Liban. Il enseigne ici gratuitement, mais à l'entendre, il y gagne. La différence entre les étudiants d'ici et ceux des grandes écoles de mode libanaises est énorme. Ici, je dirais que les étudiants sont plus impliqués, passionnés.
Ici, la sélection est importante. Dans les autres écoles, on a de tout, des bons et des mauvais. Si le projet a su convaincre, c'est parce qu'il est doublement audacieux. Gratuite, l'école revendique aussi un certain melting pot dans son recrutement. Chrétiens, chiites, sunnites, arméniens ou encore réfugiés syriens, le laboratoire d'un Liban qui oublie ses divergences. Ici, le point commun des étudiants, c'est leur amour de la mode. La mode a toujours été une passion, un rêve pour moi. Je suis né avec. Ce n'est pas une coïncidence si nous sommes tous là. On devait être là, cet espace devait exister. Pour développer son école de mode, Sarah Hermès compte sur la créativité de ses étudiants. À terme, elle souhaiterait que les ventes de leur collection couvrent intégralement les frais de fonctionnement de l'établissement. Et pour imaginer les vêtements que les Beyrouthins s'arracheront, l'école part avec un sacré avantage. Les tissus que vous voyez là sont des dons de grands stylistes comme Donna Karan ou Diana von Furstenberg. Grâce au réseau d'anciens de mon école de mode ou grâce à des amis qui travaillent chez de grands créateurs, on a la possibilité de récupérer ces tissus de très grande qualité pour nos créations. Ils viennent d'Italie. Aujourd'hui, le pari qui semblait fou de Sarah Hermès semble porter ses fruits. Fatima Noureddine a 23 ans. C'est une ancienne étudiante de Creative Space Beyrouth. Aussitôt diplômée, aussitôt embauchée, la voici désormais responsable des ateliers d'une marque branchée de sacs à main. Ce qui est bien avec Creative Space Beyrouth, c'est qu'une fois diplômés, on ne nous lâche pas dans la nature. Non, on nous aide à trouver un emploi. Si je suis arrivée ici, c'est grâce à l'école. Je ne sais pas si j'aurais connu cette marque sans elle. Une marque qui détonne au Liban. Les sacs, dont le prix oscille entre 100 et 1200 euros, sont réalisés par des détenus de prison libanaise. Celle qui a eu l'idée de ce concept à mi-chemin entre business et action sociale, c'est Sarah Bidoun, la patronne de Fatima. J'ai fait descendre 3 sacs pour des reprises. Oui, c'est réglé. Embaucher un étudiant de Creative Space Beyrouth, une évidence morale pour elle, mais pas que. Ici aussi, nous donnons la possibilité à des femmes issues de milieux modestes de se former et de travailler. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent mettre du sens sur leur achat. C'est un nouveau mouvement. Nos clientes sont très contentes de savoir qu'en achetant nos sacs, elles contribuent à améliorer le quotidien d'une femme. Bousculer le microcosme de la mode, l'ouvrir davantage sur la société, un pari culotté dans un pays où l'élitisme est encore roi. De leur exploitation dès l'Antiquité aux sons et lumières spectaculaires d'aujourd'hui, les carrières des Baux-de-Provence ont connu au cours de leur histoire un destin extraordinaire. Visite guidée à l'occasion du spectacle consacré à Marc Chagall. Au pied du village des Baux-de-Provence, les anciennes carrières sont encore très calmes. Dans quelques jours, des cars entiers de touristes viendront découvrir le nouveau son et lumière du site Chagall, songe d'une nuit d'été. Pour l'occasion, le réalisateur italien Gianfranco Iannuzzi a fait le déplacement pour régler les derniers détails de sa création. Moi, je pense qu'il y a presque tout qui marche. Il y a encore 2 écrans qu'il faut caler. C'est les 19B. Non, les 19B, c'est là en bas, et les 22, là où il y a l'escalier. Et bonjour après le week-end. Luca, maestro. Le final, ça marche bien. C'est un vrai final, crescendo comme il faut. Super crescendo. Crescendo, hein. Parce que là, il faut que ça donne. Hein. Après leur dernier spectacle sur les géants de la Renaissance, Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Sicardi se sont appuyés sur la collection du Musée national Marc Chagall à Nice.
En s'approchant au plus près des œuvres de l'artiste d'origine russe, ils ont imaginé pour les spectateurs des carrières un voyage inédit. J'ai demandé jusque vraiment d'aller pouvoir photographier ces détails et de pouvoir les montrer au public parce que je trouve que c'est d'une modernité unique et on reste souvent accroché à une image qu'on a de Chagall un peu faussement onirique, mais on ne voit pas souvent cette modernité qui est dans la façon dans laquelle il a traité la couleur, la matière sur la toile. Pour comprendre l'importance de ce site exceptionnel, il faut remonter au IIe siècle avant notre ère, quand les Romains utilisaient ces blocs de calcaire pour leur construction, ou au Moyen-Âge avec l'édification du château des Baux. Jusqu'à l'âge d'or des carrières, au XVIIIe et XIXe siècle. Nous avons ici une industrie spécialisée dans le travail de la pierre, dans l'extraction et dans la taille, pour alimenter les grands chantiers de construction de la ville de Marseille. Nous sommes au cœur de ce réseau qui permettait la construction des quartiers haussmanniens. Ici, il y avait un foisonnement d'activités au point que n'importe quel touriste ou promeneur égaré était attiré par le bruit des machines qui sciaient la pierre quasiment jour et nuit. Près d'un siècle après l'arrêt de son activité, la carrière porte encore sur ses parois les traces de ce passé ouvrier. C'est vrai que c'est un lieu qui est chargé de souvenirs par la présence de ces graffitis. Des graffitis qui évoquent les exploits amoureux des guerres de pierre, mais qui évoquent aussi leur talent, car ce sont des artistes qui, dès qu'ils avaient une pause, ils prenaient leur crayon, leur pinceau pour croquer donc leurs amis, leurs conjoints, ou aussi des personnages historiques, puisqu'on a quelques ministres qui sont dessinés sur la paroi de ces cavités. Ce lieu baigné de lumière et de formes extravagantes a attisé l'imagination de très nombreux artistes. En septembre 1959, les carrières alors abandonnées reçoivent la visite de Jean Cocteau, venu tourner son dernier film, Le Testament d'Orphée. Le jeune Lucien Clerc a carte blanche à l'époque pour réaliser les photos en marge du tournage. Dans un premier temps, ce film permet à Lucien Clerc d'être libre et de devenir un photographe indépendant. Travailler avec Cocteau, c'était quelque chose d'inattendu. Et puis sur cette mythologie-là, sur ces thèmes-là, c'était un trésor qu'on lui offrait. Cocteau connaît les carrières parce qu'il vient régulièrement dans le sud de la France. Il fréquentait la région d'Arles, la Camargue, la vallée des Baux, et ce lieu ne lui était pas inconnu. À l'époque, il n'y avait pas de lumière du tout à l'intérieur, donc c'est dans les parties les plus sombres qu'ils ont tourné, la nuit en plus pour ne pas avoir de lumière parasite. Et c'est plus justement ce lieu mystérieux d'où pouvaient surgir peut-être des minotaures ou je ne sais quel personnage mythique, inattendu, et qui correspondrait plus à son univers que finalement juste l'aspect graphique. Ce n'est pas que ce volet-là, je pense, qui l'a motivé à tourner ici. Lolita, il y a un problème, je crois, sur le 22 là. Est-ce que tu peux vérifier si la fibre optique est bien branchée, s'il te plaît? D'accord. Ok, merci. Plus d'un demi-siècle après Cocteau, le lieu n'a jamais renié son héritage artistique, la technologie en plus. Un nouveau spectacle, c'est une centaine de vidéoprojecteurs et 27 enceintes à vérifier sur 5000 m². Chaque année, l'équipe de Culture Espace, qui gère le site depuis 2012, relève le défi. Tout doit être vraiment calé de façon précise et on n'a pas droit à l'erreur. Et la technique, elle est bien, mais il faut la maîtriser aussi. Et il ne faut pas non plus se laisser dépasser par la technique. Il faut quand même que la poésie, que la technique soit au service de la poésie. Après les premiers sons et lumières assez rudimentaires d'Albert Plessis en 1975, les carrières de lumière offrent aujourd'hui aux visiteurs un plongeon féerique dans l'œuvre des plus grands peintres. Chaque année, ils sont plus de 500 000 spectateurs à déambuler dans les allées.
On a réussi à désacraliser cet art pour arriver à le faire toucher un plus grand monde, que ce soit les gens qui ne connaissent rien à l'art parce qu'ils viennent spontanément parce qu'ils ont entendu parler du site, ou des gens qui sont très spécialistes et qui vont découvrir une autre manière, une recréation à partir de l'art. Pour attirer du monde, il faut savoir s'appuyer sur des grands noms de la peinture, ce qui n'empêche pas de faire découvrir des personnes qui sont moins connues. Je pense au spectacle d'il y a 2 ans, qui était sur Klimt, qui est un grand nom de la peinture, mais qui a permis à beaucoup de monde de découvrir Schiele, qui est déjà connu par quelques-uns, et Hundertwasser, qui était quand même très inconnu du grand public. Des premiers graffitis taillés dans la pierre, aux œuvres projetées de Marc Chagall, les carrières des Baux ont connu un étonnant destin, empreint depuis toujours d'art et de poésie. Deux peintres, un photographe amateur, tous trois ont décidé de faire de leur village une résidence d'artistes improvisée en Corse. Parmi ces 3 créateurs, le peintre Kisa, il s'inspire beaucoup de l'actualité. À travers les déchirures, je tente de donner sur une surface plane et blanche un peu de vie. Mon pinceau va partir sur 3 lignes et c'est la déchirure. Regardez. Les yeux sont, paraît-il, les miroirs de l'âme chez l'artiste, l'entrée d'émotions, de sensations qui se retrouvent un jour ou l'autre sur le tableau. Depuis plus de 50 ans, Kisa plonge son regard bleu sur la toile et grâce à ses coups de pinceau, à sa sensibilité, paysages, femmes, décors prennent sous les doigts du peintre une autre dimension. Moi, je considère que le peintre est un homme totalement connecté à la vie. Je suis un peintre spectateur. Et ce peintre spectateur doit dire à un moment donné « basta ». Aujourd'hui, à 75 ans, il dénonce les violences aveugles et le terrorisme, comme l'a fait Picasso avec Guernica en 1937. Kisa bouscule les pensées, nos a priori, un art qui interroge notre époque. Je veux dire une chose. Quand les SS allemands allaient visiter l'atelier de Picasso, alors qu'ils terminaient Guernica, Picasso leur donnait des photos en leur disant « souvenir ». Aujourd'hui, notre souvenir n'est plus là. Il dessine des personnages pour raconter au cœur de l'horreur son propre parcours, n'oubliant aucun détail, son enfance en Algérie, à Paris, où il intègre l'école des beaux-arts, son statut d'enseignant. Mais c'est en solitaire, dans son village de Kisa, dont il tire son nom d'artiste, que Stéphane Guidicelli se réalisera dans la peinture. Sa démarche picturale fait écho à son environnement. La peinture, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans de travail. J'avais rencontré Katia Granoff. Ouf, ça va faire plus de 50 ans. Quel âge as-tu? J'ai montré mes toiles. J'ai 20 ans, 21 ans. Elle me fait, tu seras peintre à 40 ans. Travail. Le monde politique, lui, il veut que ce soit politiquement correct. Nous, on n'a pas besoin. On dit, on s'exprime. Si on s'aime, on s'aime. Mais si on ne s'aime pas, on peut le dire aussi. À condition que ceux qui s'expriment soient honnêtes.
Ce talent créatif, le maître le partage avec de jeunes créateurs, un peintre et un photographe. Ensemble, ils ont créé une résidence d'artistes. Oh! Il reste ce que je t'amène. Fais voir. Alors là, je suis curieux. C'est beau, le blanc. N'est-ce pas? Ah! Elle est très belle, ta photo. Très, très belle. Bravo. Et ça? Ah! L'œil. Sont nos montagnes. La réussite de cette toile. Ensemble, ils échangent leur vision du monde, parlent de leur imprégnation à la terre, au travail de mémoire, apportent leurs réponses face aux événements tragiques. Je voudrais vous dire une chose. Peintre, photographe, ce sont des gens avec qui j'ai le sentiment que nous sommes peut-être en train de créer quelque chose. Tout simplement être. Et ce que je trouve intéressant dans le travail du peintre, c'est que contrairement à une photo, où le photographe est tributaire de l'instant, Stéphane peut prendre l'instant et l'amener plus loin. Et nous amener avec lui et nous faire voir son état d'esprit sur cette actualité, cette tragédie. Je viens d'une génération sans guerre. Stéphane connaît, il a vu des gens se faire menacer. Et on ne sait plus ça, on n'a pas le respect de ça. Là où les mots manquent pour exprimer des sentiments douloureux face aux événements tragiques, sous les pinceaux de Kisa, l'art s'érigit en rempart pour nous offrir un exutoire et l'ouverture vers l'espoir. La séquence mémoire en 1991, l'offensive serbe en Croatie a fait plus de 10 000 morts. Après la fin de la guerre, les Serbes n'étaient pas les bienvenus dans leur région natale, la Krajina, récupérée par la Croatie lors de l'opération Tempête. Dans les rues de Knin, une affiche de l'Union européenne rappelle que la Croatie est la maison de tous ses citoyens. Dušan commence à en douter fortement. Réfugié en Serbie jusqu'en 2000, il est employé dans une association humanitaire. Sa femme, ingénieure chimiste, est sans emploi. On ne peut pas faire valoir nos droits. Premièrement, il n'y a aucune perspective pour le travail dans les services publics. Et on a des problèmes de logement. Je ne sais pas ce qu'on attend ici. Actuellement, le couple et ses 2 enfants sont locataires. Ils sont en attente d'un logement social depuis 5 ans. Dušan prépare un concours administratif pour rentrer dans la fonction publique. Il craint que son nom serbe soit un handicap. J'ai fait tout simplement une petite enquête. Parmi les 900 employés à Knin, dans les services publics, il y a une trentaine de Serbes. Voilà, ça fait environ 3%. Pourtant, la moitié des habitants est serbe. Une loi votée en décembre 2000 devrait assurer une représentation proportionnelle des minorités ethniques dans les emplois publics. Ivana Rimac est maire de Knin depuis 1 an. Elle est membre du HDZ, le parti au pouvoir. La communauté serbe de Knin lui reproche d'avoir été élue grâce à l'appui de 2 partis ultranationalistes croates. Depuis 5 ans, il n'y a aucun incident à caractère ethnique. Et ça montre bien qu'il existe une vraie cohabitation dans cette région. Je peux dire que les enfants à l'école n'ont aucun problème. Il y a déjà des professeurs serbes qui enseignent à des Croates ou des Serbes. Il y a des mariages mixtes entre des Croates de Bosnie et des réfugiés serbes qui sont rentrés.
On a des représentants de la minorité serbe dans le pouvoir, la justice, l'enseignement, la santé. À Knin, Serbes et Croates ne décrivent pas la même réalité. 10 ans plus tard, les blessures de la guerre sont à vif dans tous les domaines. La situation économique de la ville est désastreuse. Le taux de chômage dépasse 80%. Plus d'un tiers de la population vit des aides sociales. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.